25 et le 28 février 2011 et le 12 avril 2011 ou vers cette date dans la commune de Yopougon à Abidjan. Au sens de la ligne B, C ou D de l'article 25.3 du statut, du crime contre l'humanité qui constitue les autres actes inhumains ou du crime contre l'humanité qui constitue la tentative de meurtre d'au moins 54 personnes commis entre les 16 et le 19 décembre 2010 pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. Au sens de la ligne C ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité qui constitue les autres actes inhumains ou du crime contre l'humanité qui constitue la tentative de meurtre d'au moins 63 personnes commis le 3 mars 2011 dans le contexte d'une manifestation des femmes pro-Ouattara dans la commune d'Abobo et le 17 mars 2011 au marché d'Abobo ou dans les environs en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. Charge numéro 4. Persécution constituant un crime contre l'humanité. Eu égard aux faits et circonstances exposées, Charles Blé Goudet est responsable, en vertu de l'article 7.1h du statut, du crime contre l'humanité qui constitue la persécution d'au moins 348 personnes pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux, commis par les forces pro-Gbagbo. Il est responsable, comme précisé ci-dessus, au sens de l'article 25.3a, entre parenthèses, coaction indirecte, 25.3b, ordonnée, sollicitée ou encouragée, 25.3c, entre parenthèses, aide, concours ou toute forme d'assistance, ou 25.3d du statut. Au sens de la ligne A, B, C ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité qui constitue la persécution d'au moins 123 personnes, commis entre le 25 et le 28 février 2011 et le 12 avril 2011 ou vers cette date dans la commune de Yopougon à Abidjan. Au sens de la ligne B, C ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité qui constitue la persécution d'au moins 115 personnes, commis entre le 16 et le 19 décembre 2010 pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. Au sens de la ligne C ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité qui constitue la persécution d'au moins 110 personnes commis le 3 mars 2011 dans le contexte d'une manifestation des femmes pro-Ouattara dans la commune d'Abobo et le 17 mars 2011 au marché d'Abobo ou dans les environs en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le greffier d'audience. Maintenant, après la lecture de chef d'accusation, et conformément à l'article 64.8a du statut du Rome, c'est à la Chambre de demander aux accusés s'ils ont bien compris les charges. Monsieur Laurent Gbagbo, comprenez-vous la nature des charges? Oui, je comprends la nature des charges. Merci beaucoup, Monsieur Gbagbo. Oui. Monsieur Charles Blé Goudet, comprenez-vous la nature des charges? Oui, Monsieur le Président, j'ai bel et bien compris les charges. Merci. Merci beaucoup à vous. La Chambre demande maintenant à chacun des accusés s'il souhaite plaider coupable
ou non coupable, tel qu'est prévu également à l'article 64.8a du statut de Rome. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Merci beaucoup. La même question à Monsieur Blégaudet. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Merci. Merci beaucoup à vous. Conformément à la règle 134, alinéa 2 du statut, la Chambre demande maintenant aux parties si elles ont des exceptions à soulever ou des observations à présenter concernant le déroulement de la procédure postérieure à l'audience de confirmation. Je demande, avez-vous, parties et participants, des exceptions à soulever ou des observations à présenter? Le procureur? La procureure, sorry. We do not have any. Madame Bensouda, nous n'en avons pas pour le moment. M. Gbagbo? Merci, Monsieur le Président. Nous avons des observations à présenter et c'est le professeur Jacobs qui, au nom de la défense, présentera ces observations. Oui. Monsieur Knops, la défense de la... Pas des observations, Monsieur le Président. Merci. The representative des victimes? Aucune exception de notre côté, Monsieur le Président. Merci. Alors, la défense de Monsieur Gbagbo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, en application de la règle 134.2 du règlement de procédure et de preuve, la défense souhaiterait présenter un certain nombre d'observations sur la procédure qui a été suivie depuis la confirmation des charges. Au préalable, il est important de rappeler que la procédure n'est pas simplement une série de règles techniques et ésotériques qui viseraient à détourner l'attention de l'essentiel qui serait la discussion du fond de l'affaire. La procédure est au contraire la façon dont se réalise l'ambition de la justice pénale internationale de juger des personnes dans le respect le plus strict de leurs droits fondamentaux. Un procès équitable passe nécessairement par une procédure équitable qui permet à l'accusé de faire valoir son droit de se défendre dans les meilleures conditions, conséquence de la présomption d'innocence. En ce sens, le respect des droits du président Gbagbo n'est ni une option, ni une courtoisie. C'est une exigence non négociable dont dépend la légitimité de la justice pénale internationale. Cela étant posé, la défense va brièvement aborder 3 points. Le rôle de la représentante légale des victimes,
temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense, et les obligations du procureur en matière d'enquête. Concernant le rôle de la représentante légale, si le statut de Rome permet pour la première fois aux victimes de ne pas être exclues des instances judiciaires internationales, leur participation n'est pas sans limite et doit se faire dans le respect des droits de la défense. Surtout, les victimes ne sont pas des parties à la procédure, mais des participants qui ne peuvent bénéficier des mêmes prérogatives que les parties, que sont la défense et l'accusation. Or, il convient de constater que la représentante légale a acquis dans la présente procédure une place qui est assimilable à celle d'une partie. À titre d'exemple, le juge unique dans la présente affaire a posé comme principe que la représentante légale pouvait avoir accès par principe à l'intégralité du dossier de l'affaire, y compris les éléments confidentiels. Or, une telle décision se méprend sur la nature de la confidentialité. Les différences de classification concernant les documents ne s'expliquent que parce qu'il existe une différence fondamentale entre les protagonistes au procès. D'un côté les parties, de l'autre des tiers participants. La Chambre a aboli cette distinction claire. Par exemple, désormais, lorsque la défense veut déposer un document non accessible à la représentante légale, elle est invitée à le faire de manière ex parte. Je répète, ex parte. C'est bien la preuve que la LRV est considérée comme une partie par la Chambre. De manière plus générale, selon la jurisprudence de cette Chambre sur la participation des victimes, et contrairement à l'esprit du statut, le simple fait de pouvoir participer est désormais considéré par les juges comme un intérêt personnel des victimes, justifiant en retour la participation. On voit bien ici le problème et la circularité du raisonnement. C'est une présomption irréfragable de participation qui est créée, qui de décision en décision transforme la représentante légale en véritable partie à la procédure, avec un droit de participation quasi automatique. La conséquence est que la défense est désormais confrontée, à chaque étape, à deux procureurs, deux argumentations sur le droit. Et l'équilibre instauré par le statut entre les parties s'en trouve brisé. La défense note à cet égard les propos tenus par la représentante légale lors de la conférence de presse d'hier, qui sont particulièrement éclairants. Elle indiquait partager le même objectif que le procureur, de voir les accusés condamnés. Or, si la représentante légale est attachée à la justice, elle doit être attachée au respect de la présomption d'innocence, qui implique que les accusés soient naturellement acquittés si le procureur n'a pas satisfait à ses obligations
en matière de charge de la preuve. C'est cela, un véritable attachement à la justice. C'est cela, un véritable attachement à la justice. Dans ce cas-là, à quoi bon tenir un procès ? J'aborde à présent mon deuxième point, celui du temps nécessaire à la préparation de la défense. Droit consacré par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et reconnu par le statut de Rome. Le respect de ce droit est indispensable au respect du caractère équitable du procès. Il convient de noter que ce temps et ses facilités ne peuvent être appréhendés de manière théorique, mais toujours in concreto, en fonction de la complexité de l'affaire, des difficultés sur le terrain et des moyens humains dont dispose la défense. Autrement dit, le calcul de ce temps doit être fondé sur des éléments concrets et clairs, sous peine que l'exercice de ce droit soit illusoire. C'est ce qu'a rappelé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme, et je cite, « Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut spécialement pour ceux de la défense. Dans cet esprit, la défense a déposé à plusieurs reprises des soumissions exposant de manière claire et détaillée le temps dont elle devrait disposer en vue de la préparation du procès, en fonction notamment de la complexité de l'affaire et de ses moyens. Il est utile de rappeler que le présent dossier est le plus important et le plus complexe qu'aura à juger la CPI jusque-là. Par exemple, en ce qui concerne les éléments de preuve, dans la présente affaire, les parties ont divulgué environ 12 000 pièces. « 12 000 pièces, dont plus de 10 000 pour le procureur, ce qui équivaut à plus de 70 000 pages de documents et 470 heures de vidéos. Les témoins, ensuite. Dans cette affaire, le nombre de témoins que le procureur compte appeler est sans commune mesure avec les autres affaires. En effet, les 138 témoins du procureur équivalent pratiquement à la somme des témoins appelés dans les affaires Lubanga, Katanga et Chui, Bemba et Ruto et Sang. La Chambre a fait une estimation globale, 6 mois, entre la fin de la divulgation de sa preuve par le procureur et le début de la présentation de son cas.
Elle a donc décidé que la divulgation de l'ensemble de sa preuve par le procureur devrait avoir lieu le 30 juin 2015 et que les premiers témoins seront entendus en juin 2016. Or, que s'est-il passé après le 30 juin 2015 ? Après le 30 juin 2015, il s'est passé que le procureur, qui a sciemment continué à enquêter jusqu'au dernier moment, n'a jamais eu l'intention de respecter la date du 30 juin et a déposé pas moins de 8 demandes de divulgation tardive, qui ont toutes été acceptées. Les éléments divulgués, 662 en tout, 662, correspondent à 8552 pages. « 8500 pages et 5 heures de vidéo et sont, selon les dires du procureur lui-même, importants. Après le 30 juin 2015, il s'est passé que le procureur a obtenu l'addition d'un mode de responsabilité. Un mode de responsabilité pourtant explicite. Après le 30 juin 2015, il s'est passé que le procureur a déposé un mémoire préliminaire de 250 pages, censé présenter la façon dont il voit son cas et structurer la conduite du procès en anglais, alors que le bon sens et surtout le respect des droits de l'accusé aurait voulu que le mémoire existe dans la langue de l'accusé, c'est-à-dire le français, au moment du dépôt de sa preuve par le procureur, pour que l'accusé dispose réellement de 6 mois pour se préparer. La traduction définitive du mémoire préliminaire n'a été communiquée à Laurent Gbagbo que le 23 octobre 2015. Après le 30 juin 2015, il s'est passé que l'utilité de ce mémoire préliminaire pour le travail de la défense est avérée douteuse. La logique voudrait en effet que le procureur y référence tous ces éléments de preuve, tous ces témoins. Si le procureur lui-même ne sait pas comment un élément de preuve ou le témoignage d'un témoin vient au soutien de sa démonstration, comment la défense et les juges pourraient-ils le deviner ? « 2576. Plus de la moitié de ces éléments ne sont pas inclus dans le mémoire préliminaire. Et sur 138 témoins, 11 ne sont pas inclus dans le mémoire préliminaire. Après le 30 juin 2015, il s'est passé qu'alors que la logique, au vu de ce que je viens de dire, aurait été d'accorder du temps supplémentaire à la défense,
aucune de ces nombreuses demandes n'ont été acceptées. Après le 30 juin 2015, il s'est passé qu'alors que l'on touche ici à un droit fondamental de l'accusé, et donc au caractère équitable du procès, la défense n'a jamais été autorisée à faire appel des différentes décisions des juges relatives à la préparation du procès. Alors qu'une résolution immédiate de ces questions par la Chambre d'appel aurait à l'évidence permis de purger le processus de toute atteinte aux droits de l'accusé avant le début du procès. Dans ces conditions, l'on constate qu'après le 30 juin 2015, il s'est passé que les 6 mois, déjà courts, accordés à la défense pour se préparer, se sont mêlés. Le troisième et dernier point que la défense souhaite aborder est celui des enquêtes du procureur. Rappelons qu'en vertu de l'article 54 du statut, et je cite, « Pour établir la vérité, le procureur étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles, pour déterminer si la responsabilité pénale au regard du statut, et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge. » Premièrement, il suffit de lire le mémoire préliminaire pour constater les déficiences de l'enquête du procureur et le fait qu'il n'a assurément pas étendu son enquête, comme l'indique l'article 54, à tous les éléments de preuve qui peuvent être utiles. Le procureur a pourtant l'obligation de fournir au juge tous les éléments utiles à l'établissement de la vérité. Pas seulement des bribes d'informations qui pourraient venir au soutien uniquement de sa thèse. Dans le cas contraire, il ne peut être considéré qu'il est prêt à aller au procès. Rappelons que dans d'autres affaires, comme l'affaire d'ordre par les juges, pour n'avoir pas porté à leur attention des éléments importants. Malgré cet avertissement, le procureur n'a pas jugé utile de changer de méthode. Ainsi, il apparaît clairement que le procureur n'a pas fait l'effort d'obtenir des éléments essentiels, notamment de la France et de l'ONU, qui permettraient de faire la lumière sur la crise post-électorale. Et qui n'a pas pris le temps d'essayer de comprendre
le contexte de conflits armés existant à l'époque en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, l'on ne peut que constater le non-respect de ses obligations en matière d'enquête du procureur. Et il est à craindre que le procès ne s'engage sur la base d'éléments parcellaires et incomplets qui ne permettront pas au juge de se prononcer en connaissance de cause. Deuxièmement, non seulement l'enquête du procureur est déficiente, mais son dossier montre bien qu'il n'a pas respecté l'obligation d'enquêter tant à charge qu'à décharge. Que constate-t-on ? Cette attitude du procureur, l'audience de confirmation des charges, mettant en cause le narratif du procureur. Le procureur les a-t-il vérifiés? Les a-t-il intégrés dans son enquête? Non. Surtout, la chambre préliminaire elle-même, lorsqu'elle prononçait l'ajournement, en juin 2013, estimait que les éléments apportés ne pouvaient, et je cite, en aucune façon être présentés comme le résultat d'une enquête complète et en bonne et due forme, menée par le procureur, conformément à l'article 54.1a du statut. Et demandait au procureur de fournir à la Chambre une liste conséquente d'éléments manquants. En clair, la Chambre préliminaire demandait au procureur de revoir sa copie et de refaire le travail, sous peine que les charges ne puissent être confirmées. Où sont tous ces éléments dans le mémoire préliminaire? Nulle part. Ces manquements sont bien plus qu'une violation préoccupante du statut. Ils symbolisent toute l'approche du procureur dans le présent dossier. La réalité